Il est difficile d'imaginer, lorsqu'on les contemple, que ces paisibles plages de Normandie ont été le théâtre de la plus incroyable opération militaire de tous les temps, le débarquement du 6 juin 1944. Ces sables magnifiques sont à l'origine du nom Côte de Nacre, donné à cette région, mais ces plages restent marquées par le souvenir de ce jour historique et glorieux, celui où des milliers de soldats alliés venus d'Angleterre ont débarqué le 6 juin 1944. Les événements glorieux qui se sont déroulés là, passés dans l'histoire sous le nom de jour J, ont marqué le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis septembre 1939, lorsque la guerre avait éclaté, la victoire et l'espoir de paix n'avaient été qu'un rêve lointain et incertain pour les Alliés, Adolf Hitler et son axe du mal ayant étendu son pouvoir sur toute l'Europe. Mais vers 1942, le brouillard du doute avait commencé à se dissiper pour laisser place en l'espérance d'un monde libéré de la tyrannie nazie. Bien que, jusqu'au jour J, la victoire ait toujours été en faveur d'Hitler, le sort des armes commença à changer de camp, en Afrique du Nord d'abord, puis en Italie. Avant El Alamein, nous n'avions pas eu une seule victoire. Après El Alamein, nous n'aurons plus une seule défaite, déclara le Premier ministre Winston Churchill après que la 8e armée britannique ait triomphé lors de la seconde bataille d'El Alamein du général favori d'Hitler, Erwin Rommel, le renard du désert. Les Alliés faisaient des progrès. Bien que des mois et des années de combat les attendaient encore, le sort penchait enfin en leur faveur. Désormais, bien que les événements d'Afrique du Nord aient fait l'objet d'une couverture détaillée dans les programmes précédents, il n'est pas inutile de prendre un moment pour jeter un regard en arrière, au moment où les principaux acteurs vont émerger, ceux qui vont jouer un rôle déterminant dans la réussite du débarquement, l'opération Overlord. La première bataille d'El Alamein était loin d'avoir été concluante. Les forces alliées s'étaient battues du 1er au 27 juin 1942 et le résultat n'avait été qu'une impasse qui avait coûté la vie à 13 000 soldats. Même si ce n'était qu'une compensation, les Britanniques avaient quand même fait 7 000 prisonniers et contrecarré la campagne d'Hitler en Afrique du Nord. Le plan de Rommel, qui était de marcher vers Alexandrie et le Caire, était stoppé. Cela mettait un coup d'arrêt à la tentative de prise de contrôle du canal de Suez, donnant l'accès aux champs de pétrole du Moyen-Orient, ce qui aurait eu de graves conséquences pour les Alliés. Le général Bernard Montgomery prit la tête de la 8e armée britannique en août 1942, et c'est son initiative et sa clairvoyance qui ont conduit à la victoire lors de la seconde bataille d'El Alamein. Grâce à son expérience du combat, acquise pendant la Première Guerre mondiale, Montgomery a parfaitement anticipé ce qui allait se passer et organisé son attaque en conséquence. Heureusement pour Montgomery, le soutien aérien de la RAF a été plus efficace que celui apporté par la Luftwaffe et par la Regia Aeronautica, car au lieu de soutenir leurs troupes au sol, ils s'engagèrent dans des combats aériens contre les appareils britanniques.
Globalement, les pertes alliées s'élevèrent à la moitié de celles subies par les Allemands, soit 30% des hommes de Rommel. Celui-ci n'avait pas d'autre option que la retraite, et il déplaça les restes de son armée vers la Tunisie, où des opérations défensives pouvaient être plus facilement menées. Winston Churchill a parlé de cette bataille de 14 jours, du 23 octobre au 5 novembre 1942, comme n'étant pas la fin, ni même le commencement de la fin, mais peut-être la fin du début, formule devenue célèbre. C'est à cette date que les Alliés ont commencé à s'ouvrir la route de la victoire, grâce à l'expérience acquise et à l'importance de cette victoire contre Rommel. L'Afrique du Nord allait maintenant être le tremplin de la reconquête de l'Europe et l'Italie continentale l'objectif suivant après la prise de la Sicile. L'opération alliée, nom de code Husky, était une combinaison d'opérations amphibies et aéroportées avec pour objectif de chasser à la fois l'aviation basée en Sicile et la marine afin d'offrir aux Alliés un accès à toute la Méditerranée. Les renseignements allemands n'avaient pas eu connaissance de ces plans d'invasion parce que de faux documents retrouvés sur le corps d'un officier britannique faisaient état d'un non-intérêt des Alliés pour la Sicile. En revanche, ces documents laissaient à croire que le prochain objectif serait la Grèce. Le plus gros des défenses allemandes furent donc relocalisés. Les parachutistes arrivèrent les premiers, juste après minuit, le 9 juillet 1943. Mais en raison de très forts vents, beaucoup atterrirent à des kilomètres de leurs objectifs et dans le désordre. En définitive, cette confusion finit par s'avérer profitable. Lorsque les débarquements sur les plages commencèrent, les Alliés ne rencontrèrent qu'une faible opposition, mais à partir du 13, la résistance fut plus sérieuse et les pertes grimpèrent. Le célèbre général américain George Patton, le commandant de la 7e armée américaine qui avait autant de francs-parler que Montgomery, s'empara de la capitale de la Sicile, Palerme. La Sicile étant tombée, Italiens et Allemands battirent en retraite sans tarder. La Wehrmacht réussit à faire évacuer toute la garnison de Messine. Mais bien que les Alliés soient supérieurs dans les airs et en mer, cette évacuation rapide ne leur permit pas de profiter de la situation. Désormais, l'homme chargé du contrôle de Montgomery et de Patton était le général Eisenhower, et sa mission était loin d'être facile. Alors que la progression en Italie ralentissait, les tensions entre Montgomery, Patton et un autre Américain, le général Omar Bradley, augmentaient. Il fallut tout le talent diplomatique d'Eisenhower pour empêcher qu'une querelle sérieuse éclate entre ces généraux, juste avant que ne commence la reconquête de l'Europe. L'invasion de la Sicile annonçait la campagne d'Italie. Mais il y avait quelques désaccords entre les Américains et les Britanniques à propos de la stratégie destinée à mettre un terme à la guerre. Le président Roosevelt était déterminé à libérer la France en premier et avant tout. Or, Winston Churchill pensait que c'est l'Italie qui devait être traitée en premier et mise hors de combat aussi vite que possible. Les Alliés progressaient lentement en Italie. 1943 arriva et les plans pour une invasion à grande échelle de l'Europe occupée par les troupes du Troisième Reich s'accélérèrent. Les Russes, qui résistaient à l'Est, assistèrent à la conférence de Téhéran aux côtés des Britanniques et des Américains.
Elle rassembla Joseph Staline, Winston Churchill et Franklin Roosevelt pour la première fois depuis que les Soviétiques avaient rejoint la coalition américano-britannique. Le moment était venu de mettre au point la stratégie finale destinée à battre Hitler. Elle commençait par un débarquement en France, nom de code Overlord, et Eisenhower fut choisi pour en prendre le commandement suprême. Il devrait s'appuyer sur l'expérience et les idées de Montgomery et de Patton pour que la mission puisse réussir. Les plages normandes furent choisies comme lieu de débarquement, mais il fallait avant tout accorder ces fortes personnalités, et tout cela en un laps de temps limité. Début 1944, les relations anglo-américaines se tendirent. Montgomery insistait pour que le plan original de 3 divisions alliées passe à 5, afin d'assurer le succès en Normandie. Ceci allait certainement réduire les possibilités des Américains pour l'opération Anvil, destinée pourtant à jouer un rôle majeur dans le débarquement. Eisenhower était en effet désireux de créer une diversion en débarquant sur la côte d'Azur avec une armée. Mais Churchill et les Britanniques y étaient farouchement opposés, car si les forces restaient concentrées en Italie, Rome tomberait aux mains des Alliés bien plus tôt. Churchill écrivit même au président Roosevelt, lui demandant qu'un grand nombre de LST, Landing Ship Tank, soit transférés de l'opération Anvil vers l'opération Overlord. Ces discussions continuèrent un certain temps, mais il fallait se décider. L'approche du jour J, celui du débarquement, mit fin à ces atermoiements. La préparation allait être la clé du succès du débarquement en Normandie. La zone de débarquement de 70 km de long fut découpée en plusieurs sections. Une tête de pont avec des ports artificiels devait être établie rapidement, qui permettrait aux Alliés de pénétrer plus rapidement au cœur de la France occupée. Il fut décidé que les divisions américaines débarqueraient dans la région de Cherbourg, sur des plages baptisées Utah et Omaha, tandis que les Britanniques et les Canadiens prendraient pied sur Gold, Juno et Sword, sur la côte jusqu'à Caen. Répéter les opérations était vital, et les Américains, qui devaient débarquer à Utah Beach, organisèrent une mission d'entraînement, nom de code exercice Tiger. Une zone de la côte du Devon, Splatton Sands, fut choisie et 30 000 soldats impliqués. Mais un désastre survint. Des U-boats allemands venus de Cherbourg attaquèrent et torpillèrent 5 LST, ce qui porta un sévère coup aux préparatifs des opérations Overlord et Anvil. Au début de la guerre, Churchill avait demandé que de grands navires soient construits qui pourraient emporter jusqu'aux plages un grand nombre de chars lourds, par n'importe quel temps. Le LST était apte à cette tâche. Mais les pertes subies à Slapton signifièrent un report de l'opération Anvil afin d'apporter un soutien maximum à l'opération Overlord. 700 soldats avaient péri durant l'attaque des U-boats. Cette répétition s'était transformée en désastre. Malgré tout, le jour J approchant, des exercices comme Tiger restaient une nécessité en dépit de leur danger. En raison de l'ampleur de l'opération, il existait une grande disparité dans l'expérience et le niveau d'entraînement des soldats, des marins et des aviateurs engagés.
Mis à part ceux qui avaient combattu en Afrique du Nord ou au cours des opérations en Italie, la plupart des divisions américaines arrivaient tout droit des États-Unis et n'allaient pouvoir bénéficier que de quelques semaines d'entraînement intensif sur le sol britannique. L'aviation, la marine et les régiments d'assaut devraient s'entraîner intensivement et coopérer afin d'assurer une issue positive au débarquement. Afin que les troupes soient aussi bien préparées que possible, les terrains d'entraînement devaient ressembler aux 5 plages de débarquement normandes. Slapton Sands, la péninsule de Tarbat, Culbin Sands et la baie de Birkhead furent choisis et allaient devenir des terrains militaires. Tous les villages, fermes et communautés rurales durent être rapidement évacués. Des milliers de personnes durent quitter leurs maisons, tandis que de plus en plus de soldats, venus du monde entier, se rassemblaient en Angleterre, prêts à envahir la France. Sans tarder, la côte sud devint une énorme zone d'entraînement et de débarquement pour préparer toute éventualité pour avril et mai. Autant que les hommes, d'importantes quantités de matériel et de véhicules militaires étaient indispensables. Plus important encore, chaque déplacement devait être effectué avec la nécessité de le garder secret. Hitler et ses généraux savaient bien qu'une attaque était imminente, mais l'un des faits les plus incroyables à propos du jour J est la manière dont le contre-espionnage allié réussit à garder confidentiels tous les détails de cette opération. C'était d'une importance vitale pour le succès de l'opération Overlord. Une planification aussi minutieuse que celle du véritable débarquement était impérative. Un niveau d'accréditation nommé Bigot fut créé pour ceux qui détenaient les informations complètes concernant l'opération Overlord, et le nombre d'officiers Bigot fut maintenu à un minimum absolu pour empêcher toute fuite d'informations. Naturellement, au fur et à mesure que l'opération approchait, les différentes forces étaient briefées sur les types de zones où elles allaient être envoyées. Mais la crainte que ces informations fuient était si grande que tous ceux qui connaissaient ces zones prévues étaient gardés strictement à l'œil et dans certains cas cantonnés dans des camps entourés de barbelés comparables aux camps de prisonniers. Au quartier général suprême de la force expéditionnaire alliée, connu sous l'affectation Chef, le désastre de Slapton Sands avait soulevé une nouvelle inquiétude, car 10 officiers Bigot faisaient partie des 700 hommes perdus le long des côtes du Devon. Une importante opération de ratissage fut ordonnée pour retrouver les 10 officiers, car il y avait un risque qu'ils aient pu avoir sur eux des documents classifiés Bigot ou pire, avoir été capturés et interrogés par les Allemands. Les 10 corps furent retrouvés et le chef poursuivit l'opération Overlord en sachant que son secret n'avait heureusement pas été divulgué. Un des généraux adorait boire un verre dans les hôtels de Londres et se plaignait ouvertement qu'il n'arriverait pas à obtenir ses approvisionnements avant le 15 juin. Il fut renvoyé aux États-Unis immédiatement. Un autre incident impliqua un jeune soldat britannique qui évoqua l'opération Overlord avec ses parents qui estimèrent qu'il était de leur devoir d'en informer les autorités militaires. Ce ne sont pas uniquement des propos imprudents dont le chef pouvait s'inquiéter. Dans la dernière ligne droite avant le jour J, un incident incroyable se produisit. Un courant d'air soudain souffla 12 exemplaires de documents Bigot par une fenêtre dans un bureau de Whitehall. Les officiers de sécurité durent affronter le trafic routier pour les récupérer un à un. Puis, comme si les suites du coup de vent ne suffisaient pas, une coïncidence inquiétante survint 33 jours avant le jour J. Des mots, en relation directe avec l'opération, apparaissaient dans les mots croisés du Daily Telegraph. Les noms des plages de débarquement, Utah et Omaha, apparaissaient,
ainsi que Neptune, qui était le nom de l'ensemble de l'opération navale, aux côtés de Mulberry, qui désignait les ports artificiels destinés aux plages de Normandie. Mais le plus inquiétant était une définition dont la réponse était Overlord. Immédiatement, l'instituteur à la retraite qui avait créé cette grille fut interpellé pour interrogatoire et suspecté d'être un espion au service des nazis tentant de les informer. Il réussit à convaincre le MI5 de son innocence, mais cette histoire demeure l'une des énigmes les plus bizarres de toute la Seconde Guerre mondiale. Le Chafe avait de bonnes raisons d'être sur ses gardes, car le sort de la guerre et celui de milliers de vies dépendaient de ce secret. Le fait qu'un employé des chemins de fer à Exeter découvrit une série de plans d'Overlord dans une mallette oubliée dans un compartiment démontrait bien le risque de fuite et ne fit que renforcer l'inquiétude. Cependant, conserver les plans de l'opération secret n'était qu'une partie du processus. D'importants efforts pour fournir aux Allemands des informations incorrectes furent orchestrés et ceci fonctionna très bien. Tout d'abord, l'itinéraire le plus logique pour un débarquement allié se situait entre Douvres et Calais. Le Chafe fit tout ce qui était possible pour s'assurer que c'était bien ce à quoi les Allemands s'attendaient. Pour chaque vol de reconnaissance effectué sur la Normandie, 2 étaient effectués sur le Pas-de-Calais. Des leurres de chalands de débarquement flottaient sur la Tamise et dans les ports de la Manche pour ajouter à la confusion. Ces diversions devinrent si complexes que ce projet de désinformation reçut le nom officiel de Opération Fortitude. Ceci s'avérait si crédible que même Rommel, chargé par Hitler des défenses de la France pour contrer une invasion alliée, en fut convaincu. Il concentra ses troupes vers Calais, laissant la Normandie affaiblie. Le jour J approchait à grands pas. Il était essentiel que la résistance française soit maintenant informée de l'imminence du débarquement. Elle avait œuvré sans relâche depuis la chute du pays en 1940 pour contrecarrer l'armée d'occupation allemande par tous les moyens possibles. Hello, forces. Once again, this is Joan Griffiths saying thank you. Le processus s'engagea. 2 messages codés furent diffusés par la BBC le 1er puis le 5 juin. Les sanglots longs des violons de l'automne, suivis par « Blesse mon cœur d'une langueur monotone ». Ils étaient loin d'être secrets, car le chef du renseignement allemand avait été averti de la signification de ces mots étranges. Mais lorsqu'il en avertit Rommel, celui-ci la réfuta prétextant que les Alliés ne pouvaient pas annoncer leur plan par radio, considérant à tort que ceci faisait partie d'une stratégie complexe de désinformation. Un grand débat avait eu lieu afin de fixer la date idéale pour l'opération Overlord. Le commandant en chef de la force expéditionnaire alliée, le général Eisenhower, avait tout pris en considération, de la météo aux vagues et jusqu'aux phases de la Lune. Une pleine lune serait essentielle pour la lumière, tout comme une météo printanière, et initialement, c'est le 5 juin qui fut choisi. Cependant, lorsque le temps se changea en tempête, les Alliés durent faire face à une décision extrêmement difficile. Eisenhower savait que s'il repoussait trop longtemps le jour de l'opération, il devrait attendre 2 semaines pour retrouver de bonnes conditions. Il y avait eu déjà beaucoup d'alertes chaudes. Et qui pouvait affirmer qu'il serait possible de conserver ces plans secrets 2 semaines supplémentaires? Il y avait de plus le problème de ces milliers d'hommes à bord des navires, prêts pour leur mission. Non seulement il ne serait pas facile de les débarquer sans que ce soit remarqué, mais ils devaient être hébergés jusqu'à ce que l'invasion soit lancée comme prévu.
Eisenhower avait cependant l'option de repousser l'opération au lendemain, car les prévisions météo, bien que toujours peu engageantes, étaient légèrement meilleures. C'était une décision risquée, mais pour toutes les personnes impliquées, il s'agissait d'une chance à saisir, même si la traversée maritime s'annonçait pas très agréable pour les soldats. Pour les aider à combattre le mal de mer, on les incita à mâcher du chewing-gum, mais avec la météo terrible de l'aube du 6 juin, ce fut peu efficace. Le seul point positif était que la météo était si mauvaise que les Allemands ne pouvaient imaginer que le débarquement puisse être programmé ce jour-là. Rommel en était si persuadé qu'il quitta la France pour retourner en Allemagne afin de célébrer l'anniversaire de sa femme. L'opération Overlord se déroula en 2 phases. La première fut un assaut aérien, la seconde un débarquement d'infanterie alliée. La seconde phase était très dépendante du succès de la première, car l'attaque aéroportée et l'arrivée des troupes allaient permettre d'établir une force de soutien capable d'effectuer une percée depuis les plages. L'assaut aéroporté des troupes britanniques et américaines eut lieu juste après minuit, dans les premières heures du jour J. L'objectif n'était pas seulement de sécuriser l'arrière des plages, mais aussi de neutraliser autant que possible l'opposition le long de la côte. Il était vital, stratégiquement, de prendre 2 ponts au nord de Caen, au bout des plages de débarquement britanniques et canadiennes, car ces ponts offraient une possibilité aux Allemands d'attaquer depuis l'intérieur des terres. Ces ponts ne devaient pas être détruits, car ils permettraient une sortie facile depuis les plages. Le plus fameux d'entre eux était le pont de Bénouville, sur le canal de Caen. Il est plus connu aujourd'hui sous le nom de Pegasus Bridge, parce que c'est là que la 6e division aéroportée britannique, conduite par le Major John Howard, connut son premier succès après avoir atterri directement sur la cible à bord de planeurs Horsa en bois. Pégase, le cheval ailé, était l'insigne de la 6e division aéroportée, celle qui libéra la toute première ville française, Bénouville, après avoir conquis le pont. L'attaque aéroportée alliée se poursuivait alors que des avions de l'US Air Force décollaient du sud de l'Angleterre pour sécuriser le périmètre nord-ouest afin de prévenir toute contre-attaque allemande vers Cherbourg et les plages. Les soldats américains des 82e et 101e divisions aéroportées ne connurent pas le même sort que les hommes du Major John Howard. En raison des terribles orages, des vents violents forcèrent les parachutistes à atterrir jusqu'à 50 km de leurs objectifs. Par mesure de défense, Rommel avait fait inonder de nombreuses zones pouvant servir à des atterrissages clandestins et avait semé des milliers de mines et planté les fameuses asperges de Rommel. Bien souvent, ceux qui furent assez chanceux pour éviter les asperges piégées finirent noyés, avec leur lourd paquetage dans les marais créés par Rommel. Pendant des mois, les planificateurs du jour J débattirent pour trouver les meilleures plages de débarquement en Normandie. L'invasion devait commencer sur la plage la plus à l'ouest de la côte, Utah, longue de 5 km et située entre Poupeville et la Madeleine. Alors que les transporteurs de troupes commençaient à se rassembler, la tempête qui avait rendu le voyage très difficile pour les soldats s'avéra plutôt bénéfique, car les U-boats allemands, partis de Cherbourg, durent faire demi-tour et rentrer au port. Ceci permit aux 30 000 soldats américains et à leurs 3 500 véhicules d'être en position vers 2 heures du matin
et prêts à combattre dès les premières lueurs du jour, sans obstacle sur leur chemin. Les troupes aéroportées, en dépit de l'éparpillement de nombre d'entre elles, jouèrent leur rôle, et le film le plus connu sur le débarquement, Le jour le plus long, évoque ces péripéties dont l'une d'entre elles en particulier. Non loin de Utah Beach se trouve le charmant village de Sainte-Mère-l'Église. Aux premières heures du jour J, 13 000 parachutistes furent largués. L'un d'eux, le soldat John Steele, est entré dans l'histoire en raison de son atterrissage particulier. Le parachute de Steele resta accroché au clocher de l'imposante église, le laissant pendre sans qu'il ne soit possible de lui venir en aide pour le descendre. Pendant 2 heures, il réussit à rester accroché, faisant même semblant d'être mort, mais, à un moment, les Allemands remarquèrent ses mouvements et le firent prisonnier. Un mannequin est accroché aujourd'hui encore au clocher, en souvenir de l'incroyable bravoure des innombrables soldats alliés qui ont donné leur vie pour libérer la France. Mais certaines troupes engagées dans les combats pour la prise d'Utah Beach furent bien plus chanceuses que le soldat Steele. Parmi tous les combattants héroïques, l'un d'entre eux tient une place de choix dans les livres d'histoire, le brigadier général Theodore Roosevelt, fils aîné de l'ancien président des États-Unis. En dépit de ses 57 ans en tant que commandant d'une division, il demanda à mener ses hommes en personne. Bien qu'on lui ait déconseillé de le faire, il débarqua sur la plage avec ses hommes. Mais, en raison d'un fort courant et de la fumée de l'assaut initial, l'unité de Roosevelt débarqua à plus de 1 kilomètre de l'endroit prévu et se retrouva face à une poignée de soldats allemands désemparés devant cette rencontre inattendue. On raconte que Roosevelt, lorsqu'on lui annonça l'erreur d'emplacement, déclara « Nous commencerons notre guerre ici ». Ce qu'il fit, et il commença à avancer vers l'intérieur des terres. Par une ironie de l'histoire, la partie de la plage où ces soldats étaient supposés débarquer initialement était lourdement défendue et beaucoup de vies auraient été perdues si l'opération avait été menée comme prévu. Roosevelt a certainement profité de cet avantage et ses réactions rapides et son appréciation stratégique lui ont valu de recevoir la médaille d'honneur du Congrès. Le débarquement à Utah fut plus réussi que Eisenhower aurait pu l'espérer, en particulier parce que les pertes furent moindres. Seulement 197 soldats alliés et 4 des 32 chars débarqués. Ce résultat est à porter au crédit de ceux qui ont été impliqués dans ce débarquement, sans négliger le facteur chance. En revanche, le prix payé par les troupes aéroportées fut bien plus élevé car le véritable bilan de la prise de contrôle d'Utah compte de nombreux paras tués ou capturés. Les troupes aéroportées nettoyaient les portes de sortie possibles depuis 5 heures avant le débarquement, causant une grande confusion et empêchant une contre-attaque allemande. Malheureusement, jusqu'à la fin de l'offensive, la 101e division aéroportée perdra 40% de ses effectifs. Si l'on ajoute les hommes tués dans la tragédie de Slapton Sands, cela signifie que les Américains avaient à déplorer des pertes bien plus élevées pour Utah que le bilan ne le suggère. Aujourd'hui, le débarquement à Utah est commémoré pour avoir donné l'impulsion positive au jour J. Il existe de nombreux monuments le long de cette plage et le musée du débarquement de Utah Beach est un endroit à visiter absolument pour comprendre le déroulement des événements incroyables qui s'y sont déroulés ce matin de juin 1944. Le débarquement relativement facile à Utah Beach aurait pu, si les circonstances n'avaient pas été aussi favorables, être aussi dramatique que celui de Omaha Beach.
L'objectif des troupes américaines était de s'emparer et de sécuriser une bande côtière de 10 km qui aurait éventuellement pu permettre de rejoindre les troupes britanniques débarquant à Gold Beach. C'était sans compter l'enchaînement malheureux d'un certain nombre de problèmes qui ne s'étaient pas posés à Utah Beach. Pour commencer, les difficultés de navigation, en raison de la météo, jouèrent contre les troupes d'assaut, les amenant directement dans la ligne de mire de la 352e division allemande, très expérimentée et qui sortait d'un exercice d'entraînement dans la zone. À cette époque tardive de la guerre, tant de soldats d'Hitler étaient engagés sur le front Est pour combattre les Russes qu'on pouvait supposer qu'une grande partie des troupes qui défendaient la côte française n'étaient constituées que d'écoliers réquisitionnés. De plus, tout autant que la malchance de tomber sur des positions bien défendues, une erreur de débarquement eut de lourdes conséquences. 29 chars furent extraits trop tôt de leur chaland de débarquement et 27 de ces véhicules essentiels pour le soutien des troupes coulèrent directement, obligeant leurs équipages à rejoindre la plage sous le feu ennemi. Il est difficile de comprendre et d'imaginer tant de drames lorsque l'on regarde aujourd'hui cette plage si calme. Pourtant, le récit d'un témoin ne nous laisse aucun doute sur ô combien de scènes horribles se sont déroulées ici. La compagnie A fut vite paralysée, perdue et pratiquement incapable de combattre. Tous les officiers et les sergents avaient été tués ou blessés. C'était devenu une lutte pour la survie. Les hommes dans l'eau poussaient les blessés vers la plage, devant eux, et ceux qui avaient atteint le sable reculaient vers la mer pour tirer d'autres blessés vers la terre afin de les sauver de la noyade. Dans de nombreux cas, ils voyaient les hommes qu'ils avaient sauvés être touchés à nouveau ou eux-mêmes être atteints. En moins de 20 minutes de combat sur cette plage, la compagnie A avait cessé d'être une unité de combat et était devenue une équipe de secours perdue et désorganisée, cherchant à survivre et à économiser des vies. Malgré tout, l'esprit combatif de ces valeureux soldats américains était intact. Les compagnies qui avaient été dispersées furent regroupées et les soldats de rangs inférieurs reçurent de l'avancement pour remplacer leur chef qui était tombé. La progression était lente, mais le terrain conquis l'était définitivement. Les combattants travaillaient avec les unités du génie. Il y eut un véritable travail d'équipe pour nettoyer les passages, traverser les plages et avancer vers les dunes, et tout cela sous des tirs intensifs qui déclenchaient parfois les explosifs alors qu'ils tentaient de les désamorcer. Les pertes américaines furent très lourdes, celles des Allemands également. Ils perdirent environ 1200 hommes, soit près de 20% de la 352e division. Les Français se réjouissaient de la perspective d'une libération, mais devaient maintenant faire face au dilemme sur la manière de traiter ceux qui étaient tombés, ennemis et amis. Si vous visitez les cimetières le long de la côte normande, vous verrez qu'une solution digne a été trouvée pour résoudre ce problème de promiscuité dans la mort. Ici, à La Cambe, le cimetière allemand, plus de 21 000 soldats reposent. La majorité sont tombés entre le jour J et le 20 août 1944. Chaque petite plaque commémore jusqu'à 4 hommes.
La plupart n'étaient que des gamins et le nombre de ces petites pierres noires est un hommage aux pertes humaines subies par les deux côtés. Le cimetière est géré aujourd'hui par la Commission allemande des cimetières militaires. Il fut achevé en 1961 et depuis ce moment, tous les restes des soldats allemands découverts depuis la fin de la guerre sont enterrés ici pour reposer en paix. Il faut noter que ce genre de découverte est encore fréquent de nos jours, car les pertes humaines ont été nombreuses lors des opérations de débarquement et dans les combats qui suivirent. Si les soldats allemands ont été inhumés sans grand faste, le contraste avec le cimetière militaire américain, aménagé évidemment en haut des falaises qui dominent Omaha Beach, où tant de soldats américains ont été tués, ne peut être plus frappant. Dans ce cimetière imposant et spectaculaire reposent sur 28 hectares les restes de 9286 soldats. Parmi 30 tombes de frères enterrés ensemble, une particularité, celle du brigadier général Theodore Roosevelt, celui d'Utah Beach, mort d'une crise cardiaque un mois après le débarquement le 12 juillet, enterré aux côtés de son frère Quentin, tué en France pendant la Première Guerre mondiale. La statue de bronze, haute de presque 8 mètres au cœur du cimetière, est signée « L'esprit de la jeunesse américaine émergeant des vagues ». Autour d'elle, des centaines de rangées de pierres tombales, blanches et brillantes, contrastent avec les pierres noires du cimetière allemand de la Cambe. En plus d'être chargés de prendre les plages d'Utah et d'Omaha, les Américains avaient également reçu la mission d'attaquer la pointe du Hawk, une pointe stratégique pour les Allemands. On croyait qu'un canon de très gros calibre était installé à son sommet et constituait une menace potentielle pour les troupes qui y mettraient pied. Le plan consistait à débarquer le 2e bataillon de Rangers au bas de la falaise, haute de 30 mètres, et à les laisser l'escalader jusqu'à son sommet pour détruire la batterie qui pouvait tenir les plages d'Omaha et d'Utah sous son feu. Sous le commandement du colonel James Reeder, les courageux Rangers subirent une contre-attaque violente alors qu'ils tentaient d'atteindre le sommet. Les Allemands profitaient de l'avantage de leur position dominante. Des 225 hommes qui prirent part à l'opération, 135 furent tués, blessés ou portés disparus, soit un taux de perte de 60%. Pour ajouter à l'ironie dramatique de la situation, les Rangers qui réussirent à atteindre le sommet découvrirent qu'il n'y avait là aucun canon. Ces canons furent découverts finalement à quelques kilomètres plus loin, dans un verger non gardé, et furent immédiatement détruits. Un peu plus loin, dans le secteur britannique et canadien, la plage de débarquement suivante était surnommée Gold. Les objectifs pour les troupes qui débarquaient là, comme pour ceux qui arrivaient à Juneau, était de libérer la ville de Bayeux, de sécuriser la route Caen-Bayeux et d'occuper le port d'Arromanches. Le bombardement depuis les navires de combat en mer commença à 5h45 et le débarquement eut lieu 5 minutes plus tôt que prévu à 7h25. Comme à Omaha Beach, il fut difficile d'amener à terre les chars en raison des conditions météorologiques. Ils durent être débarqués plus tôt que prévu en raison de la grosse mer. Une douzaine coulèrent avant même d'atteindre le rivage. Même si les troupes rencontrèrent une forte résistance dans les toutes premières heures, ils parvinrent à percer les lignes allemandes, perdant seulement 400 hommes. Perte sans commune mesure avec les milliers de morts à Omaha Beach.
Après avoir sécurisé Gold, les troupes britanniques tentèrent de rejoindre les Canadiens qui avaient débarqué sur la plage voisine de Juno, la suivante sur la côte, mais ils furent incapables d'atteindre leur objectif principal qui consistait à contrôler la route Caen-Bayeux. Aujourd'hui, Gold est un lieu de vacances balnéaires, et pour les touristes qui profitent des hôtels du bord de mer, des cafés et des restaurants, le jour J est, pour la plupart, loin de leurs pensées. Cependant, dès que l'on regarde la mer, beaucoup de souvenirs de ces terribles heures subsistent encore. Arromanches est une bourgade charmante, mais le 6 juin 1944, elle était d'une importance vitale en tant que port, et les restes du port artificiel que les Alliés construisirent juste après les premiers jours du débarquement sont encore visibles, surtout à marée basse. En effet, lors de la préparation de l'opération Overlord, les Alliés avaient rapidement réalisé que les secteurs américains et britanniques auraient besoin d'un port pour que les approvisionnements parviennent aux troupes une fois les plages prises. Port-en-Bessin se trouve entre les deux secteurs, mais n'était simplement pas assez grand pour accueillir tout le matériel qui allait être indispensable. Donc l'idée de construire un port flottant fut imaginée. Un port fait de blocs qui devrait être remorqué à travers la Manche dans le sillage des troupes de débarquement. Deux ports furent construits, un au bout d'Omaha Beach et l'autre à Arromanches, noms de code respectifs Mulberry A et Mulberry B. Ils étaient étonnamment grands, presque équivalents en taille à celui de Douvres. Chacune de ces constructions temporaires demanda 600 000 tonnes de béton ainsi que 15 km de chemin de roulement flottant pour permettre aux camions de circuler. Malheureusement, le Mulberry A, c'est-à-dire celui d'Omaha Beach, fut dévasté par une tempête le 19 juin, ce qui s'avéra être un coup dur catastrophique. Par chance, le Mulberry Bay d'Arromanches resta intact en dépit des terribles conditions météo, et ce sont les restes de cette construction impressionnante qui peuvent encore être observés le long de la côte aujourd'hui. Mulberry Bay s'avéra parfaitement efficace. Il fut utilisé pour débarquer 2 500 000 hommes, 500 000 véhicules et 4 millions de tonnes de marchandises. Il reçut le nom de Port Winston car il était aussi solide et indispensable que le Premier ministre anglais. La plage suivante est Juno, et c'est là que furent enregistrées les séquences les plus incroyables du 6 juin 1944. Il faut préciser qu'il y avait une cinquantaine d'équipes de reporters de guerre pour filmer tous les débarquements du jour J, ce qui est en soi un véritable exploit, parce qu'ils faisaient face au même danger que les troupes qu'ils étaient en train de filmer. À Juno, les soldats de la 3e division canadienne avaient été choisis pour avancer à l'intérieur d'une des parties de la côte les mieux défendues de Normandie. Les bombardements de cette zone n'avaient pas été d'une grande efficacité pour aider ces soldats, car l'aviation n'avait pas causé d'importants dommages et le bombardement naval qui avait duré 1 heure et demie n'avait permis la destruction que d'un petit pourcentage des bunkers allemands. Cependant, environ 1 heure après le débarquement, les Canadiens avaient nettoyé les premières défenses allemandes, mais avaient aussi subi de lourdes pertes. Pourtant, le soir venu, ils étaient parvenus à pénétrer de plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres et avaient libéré la ville de Saint-Aubin-sur-Mer.
C'est seulement en regardant cette précieuse séquence d'archives qu'on peut vraiment comprendre ce qu'ont dû ressentir les soldats sur le point de sortir par la rampe du chaland de débarquement. Vous pouvez apprécier la vue qui les attendait lors de cet inoubliable matin. Frigorifiés, trempés, vidés par le mal de mer, et sans aucune idée précise de ce qui les attendait, la bravoure de ces soldats du jour J était de toute évidence supérieure et bien au-delà du sens du devoir. Le dernier assaut allié se déroula sur Sword Beach. Sword était la plage la plus à l'est de toutes et à seulement quelques kilomètres de Caen. Or, libérer cette ville était un objectif prioritaire pour la 3e division d'infanterie britannique et la 27e brigade blindée qui débarqua ici. À la différence des plages d'Omaha et de Gold, la résistance sur celle-ci, bien que lourdement minée, fut faible. La zone de débarquement relativement étroite et concentrée, et un courant important rendit l'opération dangereuse lorsque ces milliers d'hommes touchèrent terre. Alors que les troupes avançaient dans les terres, la résistance devenait de plus en plus dure. Il ne fallut pas longtemps pour que la 21e division de Panzer soit envoyée vers Sword depuis Caen. Toute la journée fut nécessaire aux Alliés pour la neutraliser. Cependant, le durcissement des combats signifiait que Caen ne serait pas atteinte comme prévu et les 2 groupes d'infanterie alliés se retrouvèrent bloqués dans les alentours de la ville. Ce ne fut sûrement pas le plus simple des débarquements, mais l'esprit combatif des Alliés était sans limite, car chacun d'eux jouait sa partition dans la libération de la France et de l'Europe écrasée. L'une des plus incroyables anecdotes qui se soit déroulée sur Sword est celle de Bill Millin, le joueur de cornemuse du 1er Special Service de Lord Lovat. Alors qu'il sortait à peine de l'eau, dans laquelle il était descendu du chaland de débarquement, il commença à jouer sa propre version de Highland Lady. La plage était recouverte des corps de ceux qui étaient tombés, nappés de la fumée des tirs et en pleine confusion. Bill Millin continua à jouer et à jouer encore, tout au long du chemin, de Sword Beach à Pegasus Bridge, où les hommes de Lord Lovat rejoignirent les troupes britanniques qui avaient été les premières à atterrir en France le jour J. Les actes d'héroïsme, souvent incroyables pour la plupart restés méconnus, furent nombreux au cours de l'opération Overlord, qui permit aux Alliés de pénétrer dans les terres vers le cœur de la France. En dépit de tous les obstacles, au soir du jour J, 130 000 soldats alliés avaient réussi à occuper une bande de terre entre Cherbourg et Caen, avant même que les généraux d'Hitler ne réalisent ce qui se passait. Les pertes avaient été lourdes pour les Alliés. Rien que sur Omaha, plus de 3 000 soldats américains avaient été tués. Hitler était cependant loin d'être terrassé. Mais les chances d'une victoire allemande allaient s'effriter rapidement. Le moral des Alliés était au plus haut car le succès du jour J permettait d'embrasser le rêve de restaurer la paix dans un monde libre. Ce rêve, petit à petit, allait devenir une réalité.